Bonjour à tous et bienvenue sur Science Sport Endurance pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathieu Delpech pour parler de trail et d'ultra trail. Mathieu est un trailer du team ASICS et sera au départ jeudi prochain de l'OCC sur l'ultra trail du Mont Blanc. On se retrouve tout de suite avec Mathieu pour parler de sa discipline. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Clément, bah écoute ça va bien, là je suis en stage en altitude, en stage de préparation. On est dans les Hautes-Alpes, il y a du soleil, on s'entraîne en montagne donc tout va bien. T'es en stage où là? On est à Orsières-Merlette, donc on est à 1850 mètres d'altitude, ça commence à être assez intéressant pour créer un peu des adaptations. Donc on est au bord des écrins, donc le terrain de jeu il est aussi magnifique pour s'entraîner. Et donc ouais dans les Hautes-Alpes là, et ouais c'est top. Tu es en stage là-bas depuis combien de temps là du coup et t'y restes combien de temps? Et ben là j'ai rejoint mon entraîneur Nicolas Martin qui est depuis, lui il est déjà depuis une bonne semaine. Et donc là, ça fait 2 jours que je suis arrivé, et puis je vais rester encore une dizaine de jours. Donc ça fait, ouais, 12 jours. C'est peut-être un peu court pour optimiser la prépa en altitude, mais après, on va redescendre se reposer avant l'objectif de la fin de l'été, qui est à Chamonix, à l'OCC, une des courses de l'UTMB. C'est vrai que généralement les stages en altitude c'est plutôt on parle de ouais, au minimum 2 semaines et plutôt 3 semaines pouvoir bien travailler en faisant une première semaine un peu plus d'adaptation plutôt calme. Ouais, mais du coup, là, ça va faire que 2 semaines, mais après, j'avais fait quand même pas mal de passages en altitude pendant le début de l'été, donc c'est plus pour un rappel, quoi, que créer toutes les adaptations, parce que du coup, on n'a pas fait trop de périodes d'adaptation. Hier, on a fait déjà une sortie de 45 km avec des beaux passages au-dessus de 2007. Et puis aujourd'hui, on a fait encore une belle journée d'entraînement. Donc, on a switché la période d'acclimatation. J'espère que ça va pas trop taxer l'organisme et que après, je vais bien récupérer pour les courses. C'est sûr que c'est toujours un peu de fatigue qui vient, surtout que juste avant t'as dû déjà faire des bonnes séances dans ces derniers jours, ces dernières semaines. Ouais, ouais, là, on est un peu au cœur du bloc là pour la prépa pour l'OCC. Du coup, en ce moment, c'est un peu chargé, mais bon, ça va, ça a l'air de tenir. Et puis là, il y a encore une bonne semaine de prépa. Puis après, on arrive à S-2, donc on va relâcher un peu la pression ouais, on va entrer dans la période d'affûtage. Et puis d'abord, je vais couper 2-3 jours. Et puis après, on va remettre des petites séances pour ajuster un peu tout ça. D'accord, bon, du coup, on reviendra un peu plus tard sur justement comment tu t'entraînes pour préparer l'OCC. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas, comment t'es arrivé dans le trail au haut niveau et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, on va reprendre un peu parce que là, je me suis pas trop présenté. Pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je m'appelle Mathieu Delpech. Là, j'ai 24 ans et au niveau scolaire, je suis en école d'ingénieur. Donc je suis à l'INSA Lyon en génie civil, en génie énergétique et environnement. Du coup, c'est tout ce qui est énergie des pompes à chaleur en passant par les barrages hydrauliques, les moteurs, la thermique des bâtiments et jusque la gestion des déchets, traitement des fumées. Donc ça, c'est pour le parcours scolaire. Et sinon, donc là, je suis en 6e année, il me reste encore une année avant d'avoir mon diplôme. Et donc, j'ai un parcours aménagé pour faire du sport. Parce que moi, je fais du trail, de la course en montagne un peu plus longue. Et là, depuis cette année, je suis un peu passé sur l'ultra trail. Pour reprendre du début, j'ai commencé par les crosses UNSS, les sports, tout par l'UNSS. C'est ça qui m'a un peu mis le pied à l'étrier, qui m'a permis de tout essayer. Puis après, j'ai fait pas mal des petites courses de village autour de chez moi parce que il y a pas trop de clubs d'athlètes qui étaient développés dans ma ville. Par contre, il y avait pas mal de petits trails, des trucs comme ça. Du coup, petit à petit, j'ai fait les courses autour de chez moi. Puis après, on m'a conseillé de faire les crosses, de repasser par l'école d'athlètes parce que c'est quand même la base. Du coup, j'ai fait des saisons de cross en cadet junior. Et puis après, j'ai fait un tout petit peu de piste, mais ça a toujours été en préparation des trails et des petites courses en montagne. Et là où j'ai vraiment commencé à me mettre sérieusement dans la course à pied, c'est en 2015 quand je suis allé aux France de course en montagne. Et ben c'était un peu pour découvrir parce que tout le monde a dit bah, va te confronter un peu aux meilleurs Français de ta génération. Au moins tu sauras vraiment que ça vaut. C'est là qu'il faut aller pour faire, si tu veux faire un peu du haut niveau. Et du coup cette année-là, c'était un parcours tout en montée. C'était arrivé au Mont Revard, au-dessus de d'Aix.
Et donc, ça s'est bien passé pour moi. C'est un peu surpris, je fais 3e. Ça m'a ouvert les portes de l'équipe de France. Donc, j'ai pu aller faire les championnats d'Europe et les championnats du monde avec l'équipe de France junior. Et ça, c'était une belle aventure et ça m'a mis un peu les étoiles dans les yeux, l'envie de continuer. Et en parallèle, donc, je suis rentré à l'INSA dans ce cursus aménagé. Et ce qui m'a permis d'avoir plus de temps pour m'entraîner. Et aussi, j'ai été recruté par le Team ASICS. Pour au début, c'était juste un équipementier, puis maintenant, ils m'aident un peu. Et donc là, ça fait 5 ans que je suis au Team ASICS et le fait de rentrer dans cette équipe avec un peu des grands champions, de rencontrer Xavier Thévenard, pouvoir s'entraîner avec eux et d'apprendre un peu à leur côté quand on faisait des rassemblements, tout ça, ça m'a vraiment motivé à faire les choses bien. Et donc petit à petit, j'ai augmenté un peu les distances parce que moi, j'aime bien passer des heures en montagne et puis les formats longs, ça m'a toujours un peu attiré, ça m'a toujours fait rêver. Et donc petit à petit, je suis passé de la course en montagne, j'ai fait un peu de skyrunning, donc ça c'est des formats montagneux entre 20 et 40 km. J'ai couru sur le circuit Coupe du Monde. Et puis ouais, ça m'a permis de bien découvrir, bien développer mes capacités techniques parce que c'est toujours sur des parcours super escarpés, super techniques, que des courses assez mythiques. Et donc j'ai fait mes armes sur ce circuit-là là, jusqu'à faire ma meilleure place, c'était une 6e place au pied du Mont Cervin à Zermatt. C'était une des plus longues skyrunning, c'était un format 50. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que les distances étaient un peu plus longues, c'est là où j'étais mieux. Du coup, j'ai continué progressivement, augmenter les distances, et jusqu'à cette année où j'avais vraiment envie de mettre un premier pied dans l'ultra. Et donc, depuis janvier, là, je préparais le 90 km du Mont Blanc, qui est une course qui part de Chamonix et qui est dans la vallée de Chamonix. Et c'est quand même une course avec un gros niveau. Du coup, j'allais là-bas pour découvrir un peu, voir ce que je pouvais faire sur ces distances. Et puis à ma grande surprise, ça s'est bien passé aussi. Je termine 2e de la course après avoir pris les rênes à 50 km. Après 50 km de course, et ben, j'ai fait 25 km en tête. J'étais en forme, tout se passait bien. J'ai dit allez, j'essaye et puis on verra bien si ça passe ou pas. Puis au final, je me fais rattraper juste avant la dernière descente. Mais c'était quand même énorme. J'ai pris énormément de plaisir sur cette course. Donc là, j'ai envie de continuer un peu sur ces longues distances. Voilà un peu mon parcours. Justement, c'est quand même assez rare de voir des jeunes sur des aussi longues distances et encore plus quand pour faire un podium, surtout sur une course de ce niveau-là. Comment t'expliques un peu que toi, sur toi, c'est quelque chose qui vient naturellement Ouais, c'est vrai que 24 ans, ça peut paraître un peu jeune, mais j'ai quand même 10 ans d'expérience de course à pied régulière et 5 ans où je fais vraiment du haut niveau là-dessus. Et en fait, j'ai toujours eu la volonté de faire la longue distance et moi, j'aime faire des heures en montagne, donc la progressivité, elle arrive. Ça fait pas juste là, depuis janvier, j'ai augmenté les distances pour faire de l'ultra. Ça fait 5 ans que j'augmente progressivement les charges d'entraînement. Sur le dénivelé de chaque année, les heures d'entraînement de chaque année, ça augmente progressivement. Puis moi, j'aime être dehors. Donc 24 ans, ouais, c'est assez jeune, mais au final, faut regarder aussi les années d'expérience, c'est un premier truc. Et puis bon, après, de performer à ce niveau-là, c'est vrai que je me suis bien préparé et tout. C'était un peu surprenant, mais en fait, ce que j'aime bien aussi sur l'ultra, c'est que il y a plein de qualités à développer. C'est pas juste la VO2 et puis après, faut aussi travailler d'autres trucs comme la résistance musculaire, l'endurance musculaire. Faut aussi gérer le matos, la nutrition. Et moi, j'aime bien ce truc que ce soit multifactoriel. Il faut aussi un peu utiliser sa tête, être un peu stratégique et tout. Donc ça, c'est peut-être un truc qui explique aussi que moi, ça marche bien parce que j'aime bien être pointilleux, de rien laisser au hasard. Et puis, faut aimer être dehors, faut vraiment être passionné de. Tu vas pas faire un ultra en montagne, ben si t'as pas ça au fond de toi d'aimer être dehors dans la montagne et faire des heures. Et là, dans la vallée de Chamonix, ouais, et en plus, on a eu une journée magnifique, c'était trop beau. Donc ça motive aussi, ça motive aussi. Et pour revenir sur le fait que ouais, des jeunes, il y en a pas beaucoup. En fait, ça se développe. C'est quand même. C'est vrai c'est surtout un sport où avant c'était des gens qui venaient d'autres sports et puis qui se reconvertissaient là-dessus. Mais maintenant, il y en a de plus en plus de jeunes qui se mettent au trail. Donc il y en a, bon, pour l'instant, il y en a plus sur les formats marathon, sur les formats 30 bornes, où il y a des courses plus denses. Mais il y en a aussi quelques-uns qui sont vraiment passionnés de longue distance et il y en a d'autres qui émergent. Là, hier, je me suis entraîné avec Elias Kadi, qui a fait 5e au Lavaredo Ultra Trail, c'est une course de 13 heures, qui a 25 ans. Aussi chez ASICS, on a Hugo Deck qui a 24 ans et qui est quand même super prometteur aussi sur les longues distances. Donc il y a quand même des jeunes qui s'y mettent. Donc c'est cool de voir que c'est pas qu'un truc de vieux, quoi. Oui. Ouais, et puis de toute façon, vu que la discipline se démocratise de plus en plus, avec de plus en plus de monde, il y aura forcément de plus en plus de jeunes et aussi aux premières places.
Ouais, c'est sûr, mais il y a qu'à voir sur les trails, sur les championnats de France de trail, en fait, il y a 5-6 ans, quand il y avait un espoir, là je pense à Robin Juaguet qui fait un top 10, au scratch, tout le monde disait: «Ouah, ce gars il est énorme, il va perfer, il y a jamais eu des jeunes qui étaient aussi forts». Et maintenant sur un top 10 de championnat de France, il y en a 5 ou 6, c'est des espoirs, quoi. Donc ça montre bien qu'il y a de plus en plus de jeunes et que là c'est en plein développement. Et il y a de plus en plus de jeunes en fait qui se mettent directement au trail et qui ont envie de performer en trail. C'est pas des gens qui sont en reconversion, qui viennent du VTT ou qui viennent de la piste ou qui viennent d'autres du cyclisme et qui se mettent au trail. Il y a vraiment une explosion et ça se voit bien sur la densité des championnats de France de course en montagne ou des championnats de France de trail où il y a de plus en plus de jeunes et ça c'est cool pour la discipline, quoi. Et justement, donc par rapport à ton cas, pour résumer, toi, c'était un objectif presque dès le départ, dès tes débuts, de passer sur du long et c'était ce que tu visais en augmentant progressivement ton volume. Ouais, c'était pas forcément un objectif, mais c'est vrai que ça m'attirait. Et en fait, ça s'est fait naturellement parce que j'avais de plus en plus envie. J'avais envie de passer plus de temps dehors, faire plus de trucs. Puis en fait, je l'avais toujours quand même dans un coin de ma tête. J'avais pas trop fait de plan de carrière en me disant telle année je vais faire telle distance et puis je vais faire progressivement. Mais chaque année, les courses où ça marchait le mieux, en fait, c'était les courses les plus longues et que je faisais de ma saison. Et du coup, chaque année, j'avais envie d'essayer un peu plus long, d'essayer des trucs. Et ça s'est fait naturellement. Et puis, ouais. Bah, après, j'avais l'UTMB, ça m'a toujours fait rêver de pouvoir m'entraîner un peu avec Xavier Thévenard et pouvoir aussi faire son assistance soit sur l'UTMB ou le 90 du Mont Blanc. C'est quand même des épreuves qui font rêver. Du coup, j'avais toujours dans un coin de ma tête. Et puis là, cette année, j'ai décidé un peu de franchir un peu le pas en faisant un vrai ultra, quoi, de plus de 10 heures de course. Justement, là, bah, du coup, sur l'UTMB cette année, au final, tu redescends un peu en distance en faisant l'OCC. T'avais pas envie de faire une CCC, par exemple? Après le 90 du Mont Blanc qui a vraiment bien marché, c'est vrai que j'avais un peu dans le coin de la tête d'aller sur la CCC qui est plus de 100 kilomètres. Mais au final, vu qu'en fait, c'est les inscriptions qui se font assez tôt et je savais pas comment j'allais récupérer après le 90, comment ça allait réagir, comment ça allait se passer sur le 90 du Mont Blanc. Du coup, je me suis inscrit sur l'OCC parce que je voulais pas faire non plus 2 ultras à 2 mois de parce que c'est quand même taxant pour l'organisme. Du coup, à 2 mois d'écart, ça faisait pour une première saison sur ultra, je trouvais que ça faisait beaucoup. Et donc, ouais, donc là, je fais sur l'OCC qui est 56 kilomètres. Mais bon, je pense que c'est aussi important même si on a envie de performer sur la longue distance, de pas faire que ça, de garder des distances un peu plus courtes pour descendre plus vite et après se rendre compte d'avoir un petit point de marche sur la longue distance. Puis c'est bien, ouais, de garder des formats courts et puis d'aller sur des courses où il y a des grosses densités comme ça. Là, l'OCC, ouais, il y a vraiment la semaine UTMB, c'est vraiment le rendez-vous mondial du trail et il y a des courses hyper denses. Après, sur longue distance aussi, mais c'est bien de pas faire que de ça, je pense, de garder quelques courses un peu plus courtes chaque saison, quoi. Donc je vais continuer d'en faire. Et au niveau de ton entraînement, du coup, comment ça se passe? J'imagine que tu as beaucoup de temps passé en montagne et puis à côté de ça, des séances plus spécifiques qui sont rajoutées en plus. Ouais, bah l'entraînement, ça dépend vraiment du moment dans l'année. L'hiver, on refait quand même les bases du coureur à pied avec des travails de VMA, beaucoup de renfort musculaire avec des trucs poids de corps, des fentes, beaucoup de séances comme ça, aussi du travail de pied, vraiment des trucs de base avec aussi des séances de côte courte, tout ça. Et puis après, plus on s'approche du cœur de la saison, plus c'est de spécifique avec des randos courses avec les bâtons, et puis ouais, des séances de descente aussi, c'est assez varié. Et puis ouais, en fait, je travaille avec un coach là, et puis on travaille sur Nolio. Donc il m'envoie les séances sur Nolio. Et donc ouais, c'est assez varié, il y a quand même un peu de tout. Mais c'est vrai que il faut développer quand tu veux faire du long, il faut développer comme je disais tout à l'heure, des qualités assez différentes que celles du court. Parce que là, en fait, les facteurs musculaires, ils deviennent de plus en plus prépondérants parce que t'as beau avoir une VO2 de 85, de 85 millilitres par minute par kilo. Si t'es tout fin et que t'as pas de cuisse, eh ben, tu vas faire la première montée, tu vas arriver en tête. Mais quand t'enchaînes 3 montées ou 4 montées de 1000 mètres de dénivelé, il y a aussi les descentes entre chaque. Et du coup, il faut travailler aussi les qualités de résistance musculaire à l'excentrique parce que si tu fais pas de descente à l'entraînement, en fait, tu vas arriver en bas de la première descente, ça va être impossible de remonter la deuxième. Du coup, on travaille aussi beaucoup de musculaire. Je fais pas mal de séances à vélo. Ouais, sur la répartition du volume, c'est à peu près
ça doit être 40% qui est passé sur le vélo, parce que ça permet vraiment d'augmenter le volume et aussi de travailler la force. Donc il y a aussi des séances, je mélange un peu tout là, mais il y a des séances d'excentrique pour résister dans les descentes. Ça, c'est des trucs spécifiques plus sur le long. Donc des séances de descente où tu fais des répétitions entre 200 et 300 mètres de dénivelé négatif à bloc, et pour un cumul de. Alors, là, sur la fin des blocs, ça peut monter jusqu'à 1200 mètres de dénivelé négatif à bloc au sein de la séance. Et après, ce que je disais, ouais, sur le vélo, développer la force et l'endurance de force, le vélo, c'est vraiment un bon outil pour ça, parce que ça permet de faire de l'endurance sans trop défoncer les articulations. Ça permet de réduire un peu les contraintes mécaniques, et tout en travaillant la force, en mettant du braquet. Parce qu'en fait, quand c'est raide, le rebond, il n'existe presque plus, et tu travailles presque que en concentrique. Donc, il faut vraiment pousser. C'est que la poussée sur les quadris. Et en vélo, c'est pas mal pour travailler ça, pour développer ça, en faisant des longues répétitions, à 50 rotations par minute. Au début, les premières séances, ça peut être 4 fois 4 minutes sur des volumes globaux de 16 minutes. Et puis, une fois que tu as parce que ça, c'est assez taxant quand même pour les tendons, tout ça. Et puis, sur les fins des blocs, et ben, quand tu as déjà fait quelques séances, ça peut aller jusqu'à 40 minutes en force sur les sorties vélo. Donc voilà, ça, c'est un peu des séances qui sont spécifiques pour les longues distances. Et après aussi, il y a tout ce qui est rando-course, partir 4-5 heures avec des bâtons. Même hier, on a fait 6 heures sur des bons tours en montagne pour développer l'endurance, quoi, hein. Pour développer un peu tout ce qui est capillaire, et puis résistance musculaire aussi dans les descentes, d'enchaîner un peu les descentes. Travailler aussi la technique, parce que les bâtons, en fait, ça s'improvise pas non plus. Sur longue distance, je pense que c'est savoir gérer ses bâtons, c'est aussi un facteur de performance. Parce que même si tu augmentes un peu la dépense énergétique, tu vas réduire le travail sur les cuisses. Donc c'est bien pour descendre vite, et puis ça permet un peu de répartir les contraintes. Mais par contre, les bâtons, si tu sais pas les utiliser, ben, tu vas juste les promener, tu vas être inefficace, tu vas juste perdre de l'énergie, mais sans te propulser vers l'avant. Donc ça, faut en faire beaucoup aussi non seulement pour développer un peu les muscles associés, puis pour développer la technique, quoi. Puis aussi être efficace sur les portages. Donc voilà pour les trucs un peu spécifiques longue distance. Ouais, et pour rebondir sur les bâtons, tu les utilises essentiellement dans les côtes ou dans les descentes, il y a un intérêt à utiliser bâton pour un peu limiter la casse de fil, par exemple? Bon, sur les très longues distances, il y en a qui gardent les bâtons dans la descente, mais c'est vraiment rare. Moi, en fait, j'ai un système de portage. Dès que j'arrive en haut, hop, je range les bâtons. C'est des bâtons qui se plient. Je les range dans le sac à dos. Et en fait, non, dans la descente, en fait, dans la descente, tu cours vite, hein. Même sur les longues distances, en fait, t'as pas le temps d'utiliser tes bâtons, quoi. Puis je les range, en fait, et puis t'es plus rapide, t'es plus à l'aise. Tu peux t'équilibrer avec les bras, parce que les descentes, ouais, c'est aussi jouer avec le terrain, être technique et s'équilibrer avec les bras. Alors que si t'as des bâtons, ça gêne un peu. Non, il y a vraiment très peu de monde qui les garde dans les descentes, quoi. Parce que ouais, c'est vrai que j'ai jamais pu essayer de bâton et c'est quelque chose que j'ai déjà vu certains garder dans des descentes de bâtons. Je me demandais un peu si s'il y avait une réelle utilité ou si c'était uniquement parfois une petite erreur de certains qui pouvaient les garder. Non, mais il y en a qui l'utilisent. Il y avait François Daen sur un UTMB, il fait les dernières descentes avec les bâtons, et ça l'empêche pas de gagner, mais c'est vraiment minoritaire, quoi. Et puis jusqu'à des formats 100 km, je pense que ça descend encore trop vite pour avoir une utilité sur les bâtons, quoi. Quand tu descends, tu descends à bloc, tu descends pas en marchant, en plantant les bâtons et puis en s'appuyant sur les bâtons. T'as pas le temps, quoi. Et toi, du coup, les bâtons, c'est quelque chose d'indispensable au départ d'une course. Tu t'en priverais pas? Maintenant que j'ai passé énormément de temps avec, je suis vraiment adapté à les utiliser. Après, si c'est des courses assez roulantes, les bâtons, c'est utile quand ça commence à être au-dessus des pentes au-dessus de 20%. Là, t'es vraiment efficace à pousser sur les bâtons. Après, quand tu cours beaucoup, c'est plus dur de les utiliser. Puis aussi, il y a des limites quand le terrain il est technique. Mais maintenant, une fois que tu es habitué, tu sais vraiment bien les utiliser, et ben en côte, c'est vraiment une aide, quoi. Ah, ça doit faire bizarre quand t'es habitué comme ça et que si tu passes sur une course où les bâtons sont interdits, par exemple. Ouais, bah, il y a notamment la Diagonale des Fous là, qui traverse l'île de la Réunion. Ça, c'est un ultra où les bâtons sont interdits.
Donc c'est clair, ça dépend de tes objectifs en fait, ça dépend de ce que tu prépares. Si un jour je préparais la diag, et ben pendant tout l'été je courrais sans bâton, c'est sûr, ça change un peu. Mais là je suis plutôt habitué au bâton. Mais il y en a pas beaucoup des courses où c'est interdit en fait. Et donc ton volume au niveau horaire, ça représente à peu près combien d'heures par semaine pour me donner une idée? Bah là les grosses semaines de charge, moi je suis pas encore. Il y en a qui font des volumes encore plus gros, mais après au bout d'un moment, bon, je sais pas. Moi pour l'instant je suis sur des formats, je suis sur les grosses semaines, ça monte jusqu'à 25, des fois presque ça frôle les 30 heures, mais ça c'est quand c'est des semaines comme ça, il y a au moins la moitié c'est du vélo. Ou l'hiver en ski alpinisme aussi. Et sinon, là, en moyenne, depuis le début de l'année, je dois être autour de 18-19 heures par semaine. Là en fait, toi l'hiver, tu cours toujours, tu courses à pied avec pas mal de travail qualitatif, plus du ski. Ouais, Et l'été, c'est vélo et beaucoup de volume en course à pied. exact. Ouais, c'est comme ça que ça s'organise un peu. Après, je fais aussi les séances sur entraîneur là pour essayer de faire monter un peu ce VO2 là. Et c'est vraiment un bon outil l'hiver, mais je préfère faire du ski en montagne quoi, rester dans, dans les milieux un peu montagnards quoi. Mais la saison dernière, j'en ai pas fait vu que j'étais au Pays Basque. J'ai fait qu'une semaine de ski quand je suis rentré. Quand je suis rentré pour les vacances de Noël, j'ai fait un peu de ski de fond aussi, j'aime bien le ski de fond. Ça permet de travailler en parallèle, je développe une grosse base d'endurance l'hiver et en même temps, je mets des grosses bases d'endurance sans choc et tout, et puis en même temps du qualitatif à pied quoi. Ouais, puis après tu parlais du VO2, mais de toute façon, pour dès qu'on dépasse des efforts de plus de, enfin même 3, Oui, c'est ça, c'est plus le truc qui est déterminant, mais bon. c'est loin d'être un des facteurs les plus importants de la performance. Oui, d'accord. De toute façon, ton VO2 doit être déjà vraiment bien développé et ça va être assez marginal ce que tu vas pouvoir gagner, j'imagine. Ouais, bah là, pour parler en termes de chiffres, j'ai fait des tests, j'étais autour de 76, donc c'est pas énorme, mais pour ces formats-là, c'est pas des trucs limitants quoi. Et tu pèses combien? Ouais, bah, moi je me pèse pas trop, ça fait longtemps. Là je pense cette saison. Ouais, mais je suis autour de 62 kilos par là. Et puis je fais 1m75. Quand on remet en millilitres par kilo, du coup, ça refait un beau VO2. Ouais, bah ça. Ouais, et du coup, pour changer un peu, pour parler bah, par rapport à tous les gros volumes que tu peux faire, au niveau récupération, tu gères comment pour pouvoir encaisser tout ça? T'as des techniques particulières ou t'es entouré par un staff avec des professionnels comme des kinés, etc. Au quotidien, j'ai pas trop de staff autour de moi. Après, j'ai mon entraîneur avec qui on discute beaucoup pour ajuster en fonction de la fatigue, etc. Mais sinon, ouais, c'est vrai que je fais vraiment attention à mon hygiène de vie. Bon, après, c'est toujours la base, ça change pas, hein, c'est manger sainement et dormir beaucoup, quoi. Puis ouais, aussi bien s'hydrater, donc ça, c'est vraiment la base, on y revient toujours. Et au final, tous les techniques qu'on peut mettre à côté, si on n'a pas ça, et ben, ça sert à rien, quoi. Et donc, moi, la nutrition, je suis vraiment passionné aussi. J'ai lu pas mal de bouquins, je me suis énormément documenté sur la nutrition. Donc, bah, globalement, les bases, c'est juste d'arrêter tout ce qui est produits transformés, quoi. Et ça, c'est tout simple, mais faut vraiment manger des fruits et légumes et des trucs qui soient naturels, quoi, pour bien récupérer, pour bien avoir. Parce que, ouais, pour bien avoir aussi des micronutriments, parce que faire des balances ou enfin, calculer un peu ces macronutriments, glucides, protéines et lipides, si à côté tu fais ça, mais en mangeant que des trucs où il n'y a aucune densité micronutritionnelle, où il n'y a pas de vitamines, il n'y a pas de minéraux, et ben, au final, ta santé, tu la niques quand même parce que pour que ton système il marche, ton système hormonal, que toutes les réactions chimiques du corps, il y a pas que l'énergie qui compte avec les macros. Et puis, c'est aussi vraiment manger les produits de qualité pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir ouais, avoir des micronutriments, toutes les vitamines, etc., qui sont perdus quand on passe sur des trucs très industrialisés. Donc moi, ma nutrition, c'est manger beaucoup, beaucoup de fruits et légumes pour basifier l'organisme parce que les efforts, c'est quand même acidifiant. Je mange ouais, beaucoup de fruits et légumes, de toute façon, c'est toujours la base. Et après, ouais, j'évite aussi tout ce qui est pain, tout ce qui est, ouais, tous les trucs avec du gluten ultra transformé. Donc, tu vas manger par exemple du bulgour, ça peut s'intégrer, mais tout ce qui est pain ou pâtes ultra transformé, moi j'évite un peu parce que c'est quand même des calories vides.
Je préfère manger des trucs plus denses comme du sarrasin ou des légumineuses. Pour moi, c'est plus intéressant. Et puis après, je mange pas trop de viande parce que la viande de qualité, ça peut s'intégrer dans un truc équilibré, mais ça coûte quand même assez cher. Et puis sinon, toute la viande industrielle, ça, c'est des trucs que, que je suis pas prêt de manger. Donc ouais, après, je mange pas mal d'œufs et puis du poisson. Sur la nutrition, moi, je fonctionne comme ça. Et en fait, il y a pas mal de gens qui disent ouais, mais tu manges pas de gluten, comment tu fais? Mais en fait, on se rend compte que la variété des aliments, c'est énorme. Et en fait, qu'il y a limite plus, enfin ouais, il y a plus de trucs en mangeant varié et en réfléchissant que en mangeant du pain, des pizzas, des pâtes tous les jours. En fait, on mange tout le temps du blé, quoi. Dans l'alimentation moderne, il y a énormément de blé, alors que il y a du sarrasin, du riz, des lentilles, des pois chiches. Moi, j'aime bien varier et varier un peu tout ça. Et puis, ouais, voilà, en gros, la nutrition, comment je fonctionne. Et après, je prends aussi des suppléments parce que quand on fait des sports avec autant d'heures, et bien, en fait, on met notre corps à rude épreuve. Et je pense, il y en a qui voient ça comme une dérive dopante ou qui disent ouais, que c'est pas sain de prendre des suppléments. Mais moi, au contraire, je vois ça comme faire attention à ma santé, c'est tout simplement parce qu'on dépense tellement, on en demande tellement à notre corps que en fait c'est pour préserver sa santé et pour avoir une santé optimale que moi je prends des compléments alimentaires. Donc je prends des multivitamines, du magnésium et aussi le fer parce que sport d'endurance où il y a des chocs c'est quand même dur d'avoir. Je suis toujours au ras des pâquerettes donc je prends aussi des compléments en fer. Voilà la base. Et puis après sur les trucs en plus quand les courses approchent, j'aime bien essayer d'optimiser, d'aller chercher un peu les gains marginaux. Donc je fais pas mal aussi je fais pas mal d'électrostimulation, mais ça j'en fais aussi relativement quasiment tous les jours. Et quand les courses approchent, j'aime bien faire des cryos aussi. C'est des trucs que je mets pas en place régulièrement parce que la cryo ça va aussi réduire tous les microprocessus d'adaptation qui arrivent avec les petites inflammations. Mais par contre avant les courses, j'aime bien essayer de faire des blocs où pendant une semaine je vais faire 2-3 cryos pour réduire au maximum tous les petits processus de micro-inflammatoires pour tout réduire, pour vraiment arriver avec de la fraîcheur. Donc ça, je mets en place ça avant les courses. Et voilà. Voilà ce qui me vient pour pour le moment. Et pour la cryo, justement, c'est intéressant de faire comment tu fais parce que il y a pas mal d'études qui montrent qu'il y a une grande adaptation de l'organisme à la cryothérapie et que pour ceux, par exemple, qui vont en faire toutes les semaines, au bout d'un moment, ça leur apporte quasi plus d'effet, alors que l'idéal d'en faire plutôt par petits blocs conserve toujours les effets recherchés. Ouais, bon, mais parfait. Je suis sur la bonne voie alors. Et pour rebondir sur ce que tu as dit sur ouais, l'alimentation, je suis tout à fait d'accord avec toi, que ce soit sur le fait de manger sainement. Enfin, on revient toujours aux mêmes choses que les choses les plus simples, souvent ce qui est le plus facile à mettre en place et c'est meilleur pour l'organisme et être en bonne santé, même sans parler du sport et de la performance. Ouais, mais c'est clair. En fait, on revient toujours au bon sens. Faut manger des trucs naturels et puis prendre soin de soi, quoi, prendre le temps de bien dormir. Et puis déjà, faut faire ça en premier. Puis après, on peut commencer à réfléchir à d'autres trucs, mettre en place des trucs qui sont plus coûteux comme l'électrostimulation ou des bottes de compression, etc. Mais en fait, il y a des gens, ils essayent de se dire ouais, mais c'est bon, je prends des suppléments, j'ai pas besoin de manger équilibré ou c'est bon, je fais tel truc, j'ai pas besoin de dormir beaucoup parce que j'ai fait ci et voilà. Mais tant qu'il n'y a pas la base, ça sert à rien d'essayer de construire des petits étages dessus en essayant de cacher les trucs. Mais ouais, on en revient toujours au bon sens et puis manger sainement, bien dormir, bien s'hydrater déjà. Déjà, si on a le temps de faire ça et qu'on le fait bien, c'est énormément de gagner, quoi. Et en plus, par rapport à l'alimentation, enfin, on entend souvent des sportifs, soit il y en a qui ont l'habitude de manger beaucoup, enfin beaucoup, mais tout au long de la journée, certains qui ont leurs 3 repas qui sont précis, comme un peu tous les Français. Toi, t'es plutôt dans quelle catégorie? Moi, ça dépend. Les jours où j'ai quasiment pas d'entraînement, j'aime bien faire un peu de jeûne intermittent, donc souvent je prends pas de petit-déj. Et après, je fais 2 repas. Après, quand je m'entraîne beaucoup, quand j'ai des grosses séances d'intensité, je vais mettre des glucides dès le petit-déj. Mais sinon,
Si j'ai des séances juste en endurance, j'aime bien manger mon petit déj sans glucides. Donc ça va être 2 œufs, un petit bout de fromage, des noix et puis une carotte ou de l'avocat, tu vois. Et après les jours de l'entraînement, je préfère réintégrer des glucides pour avoir l'énergie. Et puis ça dépend des charges. Ouais. Bah là aujourd'hui, tu vois, on a fait 4 heures d'entraînement en revenant du vélo. Comme demain, il y a une séance. J'ai pris un petit goûter, mais sinon je reste sur des horaires assez classiques. Ouais, c'est vrai que ça, c'est marrant d'entendre que souvent les sportifs ont des versions différentes. Par exemple, j'ai entendu une fois, c'était Glyn Mayer qui racontait que ça lui arrivait d'avoir un seul repas par jour et qu'il ressentait, enfin, il mangeait uniquement quand il en sentait le besoin et pas forcément plus. Ouais, ben moi je fonctionne aussi comme ça. Je fais vraiment attention à la qualité, puis ensuite la quantité, c'est en fonction des charges d'entraînement et en fonction de ma satiété. Et, ouais, en fonction comment je me sens, quoi. Et toutes les connaissances que tu as pu accumuler au niveau de l'alimentation, de la nutrition, c'est, t'as suivi, enfin, t'as quelqu'un qui t'a enseigné ou c'est uniquement l'auto-formation Ah, j'ai un peu travaillé avec un nutritionniste qui s'appelle Benoît Nave, mais c'est beaucoup de la curiosité. Puis ouais, quand tu commences au début, tout au début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je mange en course pour être performant? Après, mais qu'est-ce qu'il faut que je mange la veille de course pour être performant? Et après, qu'est-ce qu'il faut que je mange la semaine avant? Et puis après, en fait, tu te rends compte que ça, c'est quasiment pas déterminant. Et ce qui est déterminant pour la performance, c'est la santé globale. Et puis la santé, c'est au quotidien, quoi. Et après, il y a beaucoup de gens qui trouvent que, ouais, comment tu fais pour manger comme ça, etc. Mais en fait, c'est des questions d'habitude et c'est aussi des questions de choix. Moi, maintenant, j'ai envie de manger sainement, ça me dérange pas d'avoir un petit budget pour l'alimentation, sachant que c'est un investissement à long terme sur la santé et la performance. Et en fait, ouais, c'est vraiment des questions d'habitude. Il y a des gens qui hallucinent quand ils voient ce que je mange, mais en fait, une fois que tu as l'habitude de faire comme ça, c'est pas du tout coûteux pour moi. Et après, ça m'empêche pas d'avoir de m'intégrer socialement en allant manger des pizzas avec des copains de temps en temps, tu vois. Ce qui est vraiment important, c'est le quotidien. Après, un écart de temps en temps, ça va pas tout remettre en question, mais si déjà tu fais vraiment gaffe à ce que tu manges au quotidien, bah, c'est vraiment le premier truc. Bien sûr, c'est comme dans l'entraînement, c'est pas parce que tu as sauté une séance de ton plan pour l'OCC, par exemple, que tu vas rater ta course. Ouais, c'est ça, il faut savoir mettre un peu de souplesse ouais, pour bien vivre, pour bien vivre ton truc. Puis après, faut trouver les équilibres et trouver toi ce qui te convient, quoi. Et justement, pour rebondir un peu sur l'OCC, là, c'est, c'est quoi à peu près ton objectif, que ce soit chronométrique ou même en termes de place? Et bah ouais, l'OCC, c'est une des courses de l'UTMB à Chamonix, donc le rendez-vous annuel. Donc là, il y a quand même une grosse densité. Je l'avais fait en 2019. Mais en fait, ce qui s'est passé en 2019, donc la course, elle est fin août. Et le dernier week-end de juillet, j'ai fait une course en Andorre. Et justement, c'était une Coupe du Monde de skyrunning. Et je me suis explosé la cheville. Je n'avais rien arraché. Il n'y avait pas non plus d'os pété. Mais ouais, pendant 2 semaines, j'ai vraiment pu quasiment rien faire. Après, j'ai fait un peu de vélo. Et j'ai couru que 2 semaines avant la course, j'ai commencé à recourir. Et comme je disais tout à l'heure, un des facteurs qui est déterminant, c'est l'excentrique. Et donc j'avais pu faire aucune séance de descente avant la course en 2019. Et donc au début, ça allait bien. Puis après, j'ai un peu craqué sur la fin. Je finis 13e. Et j'avais mis 5h50. Et donc là, je pense que cette année, je suis quand même un peu plus en forme. Du coup, ouais, j'espère quand même bien faire un top 10. Si vraiment, c'est une journée parfaite, on peut peut-être s'approcher du top 5. Ouais, là, c'est des formats au final c'est un format qui est quand même assez rapide, un tout petit peu plus rapide que les objectifs que j'ai préparés là, qui était le 90 du Mont Blanc. Donc, je vais peut-être manquer un peu de gaz pour suivre au début, puis après, j'espère pouvoir remonter sur la fin, on verra bien, et puis j'espère faire en moins de 5h30 quand même. On verra bien. Ça fait quand même ouais, à peu près 10 km/h de moyenne. Ouais, c'est 5h30, c'est 10 km/h. Bah écoute, ça fait un bel objectif, j'espère que ça va passer, on suivra ça avec attention. Et à plus long terme, au niveau de ta carrière, tu vois ça comment, au niveau objectif que tu te fixerais? Ouais, bah j'aimerais bien, vraiment, la course qui fait rêver, c'est l'UTMB, quoi, hein. C'est un peu bateau de dire ça, mais bon, c'est vraiment la course s'il y avait un championnat du monde d'ultra trail, eh ben, ça serait l'UTMB, quoi. C'est vraiment la course il y a tellement, le parcours, il est quand même sympa.
Même si c'est pas hyper technique, moi j'aime bien les parcours aussi techniques, mais l'UTMB c'est quand même la référence. Et puis il y a vraiment une ambiance de fou quoi, dans les rues de Cham et tout au long du parcours. Faut quand même y aller pour voir ce que c'est. Donc ça c'est ce qui fait rêver. Je pense d'ici 3-4 ans, je pense que je serai sur le départ de l'UTMB. Puis d'ici là, continuer d'augmenter progressivement. Il y a quand même de quoi faire sur les formats 100 km. Il y a quand même des belles courses à découvrir. Et puis en parallèle, ouais, il y a des courses qui sont moins connues, mais qui me font quand même rêver. Pas forcément pour la performance, mais pour au niveau des parcours, quoi. En Andorre, là, il y avait une course qui s'appelait ELS 2900, des courses en duo aussi. Ça, c'était une course en duo que j'avais vraiment envie de faire, mais là, ils l'ont mis un peu en stand-by avec le Covid. J'étais inscrit pour la faire l'an dernier. Il y a d'autres courses aussi, comme le Trophée Okima, c'est une course en Italie qui est hyper technique, avec des parcours magnifiques. Ou des courses moins connues dans les Picos de Europa, une course qui s'appelle Traversera, qui est 70 km avec 7000 mètres de dénivelé. Ça, c'est des trucs qui m'attirent, qui me font rêver, mais après, c'est vraiment l'UTMB quoi, que j'ai en objectif de carrière. Souvent, on voit l'opposition UTMB et diagonale, donc toi, t'es vraiment, ton cœur, il penche vers l'UTMB. Bon, la diagonale, ouais, la diagonale, c'est quand même assez réputé en France, mais c'est quand même en termes de densité et ça a quand même rien à voir avec ce qu'on retrouve sur l'UTMB. L'UTMB, c'est vrai, il y a vraiment un niveau de fou et après la diag j'y suis pas j'y suis pas allé, je peux pas dire comment c'est, mais pour moi ça l'UTMB il y a pas photo, c'est quand même un cran au-dessus quoi. Et niveau professionnel, à côté de ça, là, quand tu vas terminer tes études, tu comptes être impliqué à 100% le travail ou tu vas travailler à côté? Grande question. Moi j'aimerais bien quand même essayer de me mettre à fond là-dedans pendant 2-3 ans pour voir jusqu'où je peux aller quoi. Parce que là, tu vois, au printemps, j'avais pas mal de temps en Erasmus, j'ai réussi à bien m'organiser pour bien m'entraîner, et puis j'ai jamais été aussi performant que ce que j'ai été sur ce début de saison. Donc tu te dis, ah ouais, peut-être qu'il y a moyen de gratter un peu en ayant un peu plus de temps. Et là, je commence à gagner un petit peu d'argent, justement. Je suis en pleine renégociation là pour mes contrats, donc j'espère que ça va bien aboutir pour me lancer sereinement. Mais en même temps, je me dis que c'est quand même peut-être pas mal de garder un pied dans le monde du travail. Mais c'est pas facile avec un boulot d'ingénieur. J'aimerais bien, tu vois, l'idéal, ça serait d'avoir un boulot à tiers-temps ou mi-temps pendant un petit moment que j'ai envie de me dédier au trail. Mais en tant qu'ingénieur, c'est pas facile. Souvent, il y a des suivis de mission, tu es sur des projets, tu peux pas être là 2 jours par semaine. Du coup, c'est un peu la grande question. Là. Je suis un peu à un moment charnière où les performances arrivent vraiment. Médiatiquement, ça prend un petit peu. Et puis, je suis en train de finir mes études. Du coup, je suis en pleine réflexion. Mais c'est sûr, ça attire. Mais après, je reste conscient et je sais que dans le trail, je vais pas gagner des 100 et des 1000, quoi. Ça va être vivoter pendant quelques années en vivant un peu sur les primes et sur l'argent des sponsors. Mais je vais pas mettre d'argent de côté pendant que je ferai ça. Donc, je vais pas faire ça éternellement, quoi. Enfin, on va voir comment ça évolue. Pour l'instant, je me mets pas trop la pression pour trouver absolument de quoi vivre de ça. Si j'ai de quoi vivre quand j'aurai fini mes études, eh ben, je vais me lancer. Je vais essayer un petit peu, puis sinon, ben, je travaillerai. On verra bien comment ça va se goupiller. L'idéal serait un employeur qui est passionné de travail et, si possible, qui a déjà fait l'UTMB, par exemple, et puis qui te prend en tiers-temps. Ouais, ouais, ça serait cool de trouver une entreprise qui soit motivée par mon double profil et qui comprenne un peu mes contraintes. Donc, ouais, là, l'an prochain, je dois faire un stage en entreprise pour finir mon cursus. Et je pense que je vais prendre une césure avant de faire ce stage, pour avoir en parallèle bien le temps de m'entraîner et préparer la saison d'été de 2022. Et en même temps, avoir le temps de trouver une boîte qui soit intéressée par mon profil pour faire mon stage et ensuite que ça puisse déboucher sur un emploi à temps partiel ensuite. Ça serait l'idéal, mais on va voir comment ça se goupille. Ouais. Ah bah, c'est un super projet. Bah, écoute, je te remercie pour le temps que tu as pu m'accorder aujourd'hui. C'était vraiment super instructif de pouvoir discuter avec toi du travail et de ta carrière. Bah, c'est avec plaisir. Moi, j'aime bien échanger sur ma passion parce que c'est des sujets qui me motivent. J'aime bien en parler. Puis merci de m'avoir reçu. C'est cool. Ouais. Mais du coup, je passe le message, on peut te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube avec bah, notamment le débrief de ta course autour du Mont Blanc. Exact, exact. Ouais, ouais. Moi, je suis sur les réseaux sociaux classiques, Instagram, puis pour les sports d'endurance, Strava. Et là, je me suis lancé sur YouTube parce que j'aime bien, comme je disais, j'aime bien partager ma passion, donner des conseils et tout.
Du coup, s'il y en a qui sont intéressés, ouais, ils peuvent aller voir ça. Ma chaîne, c'est Mathieu Delpech. Et puis, ouais, je parle de mes courses, je fais des débriefs, je parle des préparations, tout ça. Donc, si vous voulez voir un peu comment ça se passe dans le trail, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour, ça fera plaisir. Je te remercie et puis du coup, à la prochaine. Ouais, ben merci à vous encore. Allez, ciao, ciao.